hypochondriaque sévère. Examinant article par article la facture de son apothicaire, qui est un pharmacien, il ne paie vraiment qu'environ la moitié du montant de la facture. Ah. 3 et 2 font 5. Et 5 font 10. Et 10, 20. Plus. L'apothicaire, M. Plougon. Tous les jours, un beau cocktail d'état composé avec castor et con, double, rhubarbe, miel rosa et autres suivant l'ordonnance pour balayer, laver et nettoyer le bavon de monsieur. 30 sols! Avec votre permission, 10 sols. Plus. Du 25e, un bon médecin purgatif et gravatif, composé avec de casses récents avec Seine, Léventine et autres, 4 livres. Ah, monsieur Fleur, c'est se moquer. Il faut vivre avec les malades. Monsieur Pogon vous a ordonné de mettre 4 francs. Mettez 3 livres, s'il vous plaît. Plus. Hein? Un potion cordiale et préservatif composé avec 12 graines de bézois, sirop de lemon et grenade, et autres suivant l'ordonnance, 5 livres. Ah, monsieur Lefranc, tout doux, s'il vous plaît. Si vous usez comme cela, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 francs. Contentez-vous de 4 francs. 20 et 40 sols, 6 deniers. Si bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 médecins. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et l'autre mois, il y avait 12 médecins et 20 traitements. Je ne m'étonne pas si je ne me montre pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirais à M. Pardon, afin qu'il mette au lacérat, allons qu'on monte toutes ceci. Il n'y a personne. J'ai beau dire, on me laisse toujours au sol. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Ils s'entendent à point. Et ma sonnette te fait poser de bruit. Comptez l'affaire. Drain, ils sont sourds. Toilette. Drain, tout comme si je ne sonnais pas. Chienne, coquine. Drain, j'enrage. Quand tu déviens. Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul? Voilà qui est pitiable. Ah, mon Dieu, il me laisserait ici mourir. Il appelle sa servante Toilette. Argan doit quitter la pièce pendant un court moment. Vraisemblablement le résultat d'une injection, c'est-à-dire un lavement qu'il vient juste de recevoir. Pendant son absence, Angélique en profite pour parler à Toilette. On découvre vite qu'elle parle presque sans arrêt des qualités d'un jeune homme
prénommé Cléon, qu'elle a rencontré au théâtre il y a 6 jours. Elle s'attend à ce que Cléon demande à son père s'il peut l'épouser d'ici quelques jours. Argan revient et est-ce que quelqu'un a demandé à l'épouser? Thomas dit à Foirus, le fils d'un médecin parisien respecté qui sera bientôt lui-même médecin. Oh ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle. Ou peut-être ne vous entendez-vous pas. On vous demande un mariage. Qu'est-ce que ça? Vous riez? Ça, c'est plaisant, oui, ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, à ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous-même. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si la chose est donc conclue et je vais y promis. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma fille, votre belle-mère avait envie que je vous fisse religieuse. Et votre petite sœur, Loison aussi. Et de tout temps, elle a été arrêtée à cela. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulant point consentir à ce mariage, mais je l'ai importé et ma parole est donnée. Ah, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos volontés. En vérité, je vous sais de bon gré cela, et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que je serai content, et toi aussi. Assurément, mon père. Comment vas-tu? Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que, dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela. Mais j'en suis bien aise, et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon, bien fait, Oui, mon père, de belle taille, sans doute, agréable de sa personne, assurément, de bonne physionomie, très bonne. sage et bien né, Tout à fait, tout à fait. fort honnête, Le plus honnête du monde. qui parle bien le latin et grec, Ah, c'est ce que je ne sais pas. et qui sera récent médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Qui vous l'a dit à vous? Monsieur Pegon? Est-ce que M. Purgon le connaît? La belle demande. Il faut bien que le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléant? Neveu de M. Purgon? Quel client? Nous parlons de celui que le ton demandait en mariage. Et oui, Eh bien, c'est le neveu de M. Pegon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, M. Diephoros. Et ce fils s'appelle Thomas Diephoros, et non pas client. Et nous avons conclu le mariage ce matin. M. Pegon, M. Florent et moi, et demain, ce genre de prétendu doit montrer à Venise par son père. Qu'est-ce que vous désirez? c'est mon père que je connais, que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu d'un autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque, et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oui, de quoi te mets-tu, coquin, impudent que tu es? Mon Dieu, tout doux. Vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons sans froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins afin de m'appuyer de mon secours. Contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources de remèdes qui sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances.
Je lui commande absolument de se préparer à prendre la mer que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est cela à un coquin de servant de parler de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. C'est pour moi pour que lui donne ce médecin. Et un fils de bon affaire doit être ravi d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne conseil Quel est ce consent? de ne point songer à ce mariage-là? Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Non, Ma fille. votre fille. Elle vous dira qu'elle n'a que faire de M. Diaquarus, ni de son fils Thomas Diaquarus, ni de tous les Diaquarus du monde. Je le forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Vous, Moi? bon, Comment bon? vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent? Non, Non. non, Ouais, pas ce qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. non, vous dis-je. Qui m'empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme, les bras jetés au cou, un mon papa mignon prononcé tendrement me sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui, oui, Je vous dis que je ne m'en demanderai point. bagatelle. Il ne faut point pire de la gatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon et je suis méchant que je vous. Doucement, monsieur, vous ne songez pas que vous êtes malade. Ah! Il s'arrête. Il faut que je t'attende. Oh! Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui peuvent vous déshonorer. Viens que je t'apprends ma vallée. Je m'intéresse, comme je dois, à ne point vous laisser faire de folie. Chienne! Non! Je ne consentirai jamais à ce mariage. Pendant! Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diaquarus. Cannes! Elle m'obéira plutôt qu'à vous. Angélique? Tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là? Eh, mon père, ne vous faites point malade. Allez. Si tu ne m'arrêtes pas, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Je n'en prends plus. Voilà pas m'a fait mourir. Ma femme m'a approché. Qu'avez-vous, mon mari? Venez-vous ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Mamie. Mon ami. On vient de me mettre en colère. Votre coquin de toilette est devenu plus insolent que jamais. Ne vous passionnez pas donc. Elle m'a fait enrager, mamie. Doucement, mon fils. Elle a contrecarré un heure d'errance des choses que je veux faire. Là, tout doux. Et elle a le fantarie de me dire que je ne suis point malade. C'est une impertinente. Mamour, cette conquête-là me fera mourir. Et là,
Elle est la cause de toute la bile que je fais. Ne vous fâchez point. Et il a je ne sais combien que je vous dis de me le chasser. Mon Dieu, mon fils, il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aillent leurs défauts. On est contraint parfois de souffrir leurs mauvaises qualités à cause des bonnes. Celle-ci, elle est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens qu'on leur prenne. Oh là, Toinette! Madame, Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? moi, madame, hélas, je ne sais pas ce que vous me voulez dire et je ne songe qu'à complaire à monsieur en toutes choses. Ah, la traîtresse! Il nous a dit qu'il vouloir donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. Et je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas de mal à cela. Et je trouve qu'elle a raison. Ah, maman, vous le croyez? C'était ce qu'elle rate. Elle m'a dit sans insolence. Eh bien, je vous crois, mon ami. La remettez-vous. Écoutez, Toinette. Si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Une fois sa nouvelle épouse s'est Béline l'a calmée, Argan demande si elle a contacté un notaire. Il a l'intention de modifier sa volonté pour inclure et favoriser fortement Béline. Le notaire prévient Argan. Non, ça c'est Italie. Ce n'est point que sa nouvelle épouse. Ouais, excuse-moi. Ce n'est point des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sévères là-dessus. Ils s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi. Ce sont des gens de difficulté qui sont ignorants des détours de la conscience. Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodantes, qui ont des expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste qui n'est pas permis, qui savent aplanir les difficultés d'une affaire et trouver des moyens d'éluder la coutume par quelque avantage indirect. Sans cela, où en serions-nous dans tous les jours? Il faut de la facilité dans les choses. Autrement, nous ne ferions rien et je ne donnerai pas un sou de notre métier. Ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort en attente. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et enfousser mes enfants? Le notaire prévient Argan qu'il ne peut rien laisser à sa femme. C'est la loi. Mais il lui indique plusieurs méthodes surnoises grâce auxquelles Béline pourrait récupérer tout l'argent. Il faut faire mon testament, ma mort, de la façon que monsieur dit. Mais par précaution, je veux vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans l'emprise de mon alcôve et 2 billets payables au porteur qui me sont doux. L'un par monsieur Damon et l'autre à monsieur Général. Non, non. Je ne veux point de tout cela. À combien dites-vous que vous avez dans votre alcool? Viens, mis. Maman. Ne me parlez point de bien, je vous en prie. Mais de combien sont les 2 billets? Ils sont amis, l'un de 4 amis et un de 6. Tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien auprès de vous. Pendant ce temps, en dehors du bureau, Toinette et Angélique ont l'occasion de discuter en privé. Toinette prévient Angélique que sa belle-mère complote pour obtenir son héritage.
Mais Angélique s'en fiche tant qu'elle est autorisée à se marier comme elle le souhaite. Elle supplie Toinette de l'aider à déjouer les plans de sa belle-mère et de son père. Une proposition à laquelle Toinette n'est que trop ravie d'accepter. Elle s'efforce également de trouver un moyen d'annoncer à Cléante le projet de mariage. Acte 2. Cléante se présente déguisée à la porte, surprenant Toinette. Il est venu se faire passer pour le professeur de musique d'Angélique afin de pouvoir lui parler en privé. Cependant, lorsqu'Argan apprend l'arrivée du maître de musique, il décide de vouloir assister au cours de musique, gâchant ainsi les plans de tout le monde. Il revient de la toilette. Elle est surprise, il est surpris, elle est surprise, Angélique est surprise d'y trouver Cléante, mais parvient à dissimuler sa réaction. Puis Argan invite Cléante à rester en tant qu'invitée. Lorsque Angélique est présentée à son fiancé, Thomas Diafoirus. Mademoiselle, depuis une mois que le statut de Mademoiselle vendue en somme à rougir lorsqu'elle voit Renoir éclairer les rayons du soleil, toute le monde me semble animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée électrope tourne sans cesse dans cet astre du jour, aussi mon corps, dorénavant, tournera-t-il toujours vers les astres, reconnaissant de vos yeux adorables, ainsi que vers son trône unique. Souffrez donc, mademoiselle, que j'attends aussi à l'hôtel, à vos chambres. L'offrande ce corps, qui ne respire et n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur aimant. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire des belles choses. Et que dites-vous de cela? Que monsieur fait de merveilles et qui s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il aura plaisir à être sénateur. Assurément, ce sera quelque chose d'admirable s'il fait d'aussi belles cures qu'il fait de beaux discours. Allons vite, ma chaise, et des sièges à tout le monde. Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, ce que tout le monde a bien, monsieur, votre fils, et je me trouve bien heureux de vous voir un garçon comme ça. Argan dit alors à Cléante d'aider Angélique à chanter une chanson pour la fête. Cléante lui donne un rouleau de musique sans parole. Sans parole. Il dit à tout le monde que c'est une pièce d'un opéra. Cléante chante alors son amour et ses questions à Angélique sous les traits de cet opéra. Elle lui répond de la même manière, lui disant qu'elle l'aime vraiment et qu'elle méprise l'homme que son père veut qu'elle épouse. Fils, c'est trop souffrir, on pense dur silence. Ouvrez vos pensées, apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre, faut-il mourir? Pour le foyer qui est triste et mélancolique, aux appels de l'humaine dont vous alarmez. Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire, c'est vous assez.
Oui, je ne croyais pas que ma fille fût si habile que le chantait ainsi à livre ouvert, sans hésiter. Hélas, belle Phyllis, ce pauvre île que l'amour trésiste, peu assez de bonheur pour avoir quelque place dans votre cœur. Je ne m'en défends point dans cette peine extrême. Oui, Tircis, je vous aime. De grâce encore, Phyllis, Je vous aime. je vous aime, Je vous aime. je vous aime, je vous aime, Arrête! Martin! Argan dit à Angélique de s'engager auprès de Thomas, mais elle refuse. Elle suggère qu'il devrait d'abord apprendre à se connaître. Argan, cependant, n'est pas d'accord. Il dit qu'ils auront tout le temps de faire connaissance une fois mariés. Écoute, il n'y a point de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours. Ou monsieur ou un couvent. Ne vous mettez pas en train, je le rangerai bien. Béline décide de partir un moment en ville. Argan se retrouve avec les 2 médecins et les supplie de l'examiner. Non, je coupe tout ça. Bérald, le frère d'Argan, il est avocat. Il vient lui rendre visite. Bérald demande à son frère pourquoi il voudrait envoyer sa fille dans un couvent. Bérald souligne que les envoyer dans un couvent était l'idée de Béline, la femme, et suggère qu'elle pourrait vouloir que les enfants soient écartés pour ses propres raisons. Mais Argan se met en colère et prend sa défense. Bérald demande alors à Argan pourquoi il voudrait marier sa fille à un médecin qui ne lui convient pas. Mais le mari qu'elle doit prendre doit-il être mon frère ou pour elle ou pour vous? Il doit être mon frère, et pour elle, et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Par cette raison-là, si votre petite était grande, vous lui donneriez un mariage d'un apothicaire? Pourquoi non? Est-il possible que vous serez toujours sous le charme de vos apothicaires et de vos médecins et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Comment entendez-vous, mon frère? J'entends, mon frère, que je ne vois point d'homme qui soit moins malade que vous et que je ne me demande point une meilleure constitution que la vôtre, une grande marque que vous portez bien et que vous avez un corps parfaitement bien composé, c'est qu'avec tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament et que vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre. Mais savez-vous, mon frère, que c'est cela me conserve et que M. Pegon dit que je succomberai s'il est toi seulement 3 jours sans prendre soin de moi? Si vous y prenez garde, il prendra tant de soin que de vous qu'il vous envoyera en l'autre monde. Mais raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point de la médecine? Non, mon frère, et je ne vois pas que pour son salut, et c'est nécessaire d'y croire. Ah, quoi? Vous ne tenez pas véritable chose établie pour toute la monde et que tous les siècles on rêverait? Bien loin de la tenir véritable, je le trouve entre nous une des plus grandes folies que soit parmi les hommes. Et à regarder les choses en philosophe, je ne vois point de plus plaisant que mon mari, je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui veut se mêler en guerrier et l'autre. Alors, M. Fleurant, l'apothicaire et assistant de Purgon, arrive avec un nouveau rebelle contre Argan.
Bérald demande à Argan de ne pas prendre le remède et de le remettre à demain. Mais ce nommé Fleurant, très en colère, il se précipite pour informer Docteur Purgon de cette interférence. Bérald essaie une fois de plus de convaincre son frère d'abandonner sa dépense au médecin. Mais Argan prétend être trop malade. À ce moment-là, M. Purgon entre, furieux, après avoir appris que son curé a été renvoyé, et se met en colère contre Argan. Il refuse de soigner Argan. Il dit que dans quelques jours, Argan passera d'une horrible maladie à une autre et finira par mourir. Sur ce, il sort en trompe. Resté avec Bérald, Argan pleure et dit qu'il peut déjà sentir son système s'arrêter, tout comme M. Purgon le lui avait dit. Bérald pense qu'il est fou et le lui dit, mais Argan ne veut pas l'écouter. Il est sûr qu'il est déjà en train de mourir. Toinette dit qu'un nouveau médecin est arrivé et veut soigner Argan. Elle ne sait pas qui est cet homme, mais dit qu'il lui ressemble exactement. Argan est désespéré et consent à voir le nouveau médecin. Toinette arrive habillé en médecin et prétend être l'un des plus grands médecins du monde venu voir Argan, l'un des patients les plus illustres du monde. Donnez-moi votre pouls. Allons donc combattre comme il faut. Aïe, je vous ferai bien aller comme il faut, comme vous devez. Oh, ce pouls-là, il fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon? Cet homme-là n'est point écrit sur les tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il a dit que c'est du foie. Et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs à la tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai une voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux du cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez de l'appétit? Est-ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien à l'aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'en donne du potage. Oh, ignorant! De la volée. Ignorant! Du veau. Ignorant! Des bouillons. Oh, ignorant! Des œufs frais. Ignorant! Et le soir, de petits poignons pour lâcher le ventre. Ignorant! Et surtout de boire mon fils vin faux trempé. Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire du vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger du bon gros bœuf, du bon gros porc et du fromage de Hollande, du gruau, du riz, des marrons et des oublis pour
collé et conglutiné. Votre médecin est bête. Je veux vous en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai dans cette ville. Vous m'obligez beaucoup. Diantre, que faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferai couper tout à l'heure si j'ai toi vous. Pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là d'en profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Oh, vous avez là aussi un œil droit que je me ferai crever si j'ai toi en votre place. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair avec l'œil gauche. Cela n'est pas passé. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Un homme qui mourra hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aura fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'à au revoir. Bérald tente alors de convaincre son frère que, puisqu'il s'est déjà brouillé avec Purgeon, il devrait envisager un autre mariage pour sa fille. Mais Argan veut qu'elle soit mise dans un couvent pour la punir de son obstination. Bérald suggère que la vraie raison que Béline le veut, c'est que Béline le veut, et Argan recommence à se mettre en colère. Mais Toinette intervient et dit qu'elle a une solution pour prouver à Bérald combien Béline aime son mari. Elle suggère à Argan de s'allonger et de faire semblant d'être mort. Ensuite, tout le monde verra ce qu'elle reste vraiment pour lui à travers son chagrin. Tout le monde pense que c'est un excellent plan. Mon Dieu! Ah, malheur! Quel étrange accident! Qu'est-ce, Toinette? Ah, madame! Qu'y a-t-il? Votre mari est mort! Mon mari est mort. Hélas, oui! Le pauvre défunt est très passé. Assurément. Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là et je me suis trouvée ici toute seule. Il vient de passer entre mes bras. Tenez, le voilà de tout son sang, de tout son long dans cette chaise. Le ciel en soit loué. Me voilà délivrée d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Je pense soit, madame, qu'il fallut pleurer. Va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que c'est de la sienne? Et de quoi servira-t-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, fatigant sans cesse les gens et grandant, jour et nuit, servant et valet. Voilà une belle oration funèbre. Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux croire que mon servant, ta récompense est sûre. Puisque, par mon bonheur, personne n'est encore averti de la chose. Portons-le dans son lit et tenons cette mort cachée jusqu'à ce que je peux faire mon affaire. Il y a des papiers,
Il y a de l'argent dont je veux me saisir. Et il n'est pas juste que j'ai passé 100 fruits auprès de lui, de mes plus belles années. Viens, Toinette. Prenons auparavant toutes ces clés. Oui, madame, ma ferme saisit que vous m'aimez. Le défunt n'est pas mort! Je suis bien aise de voir votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Voilà un avis au lecteur qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire bien les choses. Oh, c'est alors qu'ils entendent Angélique arriver. Et Toinette lui propose de faire la même chose pour savoir ce qu'elle ressent. Eh bien, mon frère, vous le voyez. Par ma foi, je n'aurais jamais cru cela. Pardon. Oh, non. Par ma foi, je n'aurais jamais... Non, est-ce qu'on le fait, ça? Oui. Ok, par ma foi, je n'aurais jamais cru cela. Mais j'entends votre fille. Remettez-vous comme vous étiez et voyons de quelle manière elle vous recevra votre mort. C'est une chose qui n'est pas mauvaise d'éprouver. Et puisque vous êtes en train de vous connoîtrer les sentiments de votre famille, que votre famille a pour vous. So this is supposed to be then like that. Just so you know. All right. Oh ciel! Fâcheuse aventure! Malheureuse journée! Qu'as-tu, Toinette? Que penses-tu? Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous donner. Et quoi? Votre père est mort. Mon père est mort, Toinette? Oui, vous le voyez là. Il vient de mourir tout à l'heure d'une faiblesse qui l'a pris. Oh ciel! Quelle infortune! Quelle atteinte cruelle! Hélas! Faut-il que je perde mon père? La seule chose qui me reste au monde. Et qu'encore, pour un surcroît de désespoir, je le perds dans un moment où il était irrité contre moi? Que deviendrais-je malheureuse? Et quelle consolation trouver après une si grande perte? Qu'avez-vous donc, belle Angélique? Hélas, je pleure tout ce que ma vie, je pouvoir perdre de plus cher et de plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Oh ciel, quel accident, quel coup inopiné. Hélas, après la demande que j'avais conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je vais moi me présenter à lui et tâcher par mes respects et par mes prières à disposer son cœur à vous accorder mes vœux. Oh Cléa, ne parlons plus de rien. Laissons là toutes les pensées du mariage. Après la perte de mon père, je ne plus être du monde. Et j'y renonce pour jamais. Où est mon père? Si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je veux suivre, du moins, une de vos intentions et réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Souffrez, mon père, que je vous en donne ici ma parole et que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment. Ah, ma fille! Viens, n'aie point de peur, je ne suis pas mort. Va, tu es mon vrai sang, ma véritable fille, et je suis ravi d'avoir, vous, ton bon naturel. Oh, quelle surprise! Quelle surprise agréable, mon frère, puisque par un bonheur extrême, le ciel vous redonne mes vœux. Souffrez qu'ici, que je vous jette à vos pieds. Pour vous supplier d'une chose, si vous n'êtes pas favorable au penchant de mon cœur, si vous vous refusez Cléa comme époux, je vous conjure au moins de ne point forcer d'en épouser un autre. C'est toute la grâce que je vous demande. Eh, monsieur, laissez-vous toucher à ces prières et aux miennes,
et ne vous montrez au point contraire au mutuel empressement d'une si belle inclination. Mon frère, pouvez-vous tenir là compte? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Argan accepte le mariage, affirmant qu'elle et Cléante peuvent se marier, à condition que Cléante devienne médecin. Il accepte, mais Bérald l'arrête. Bérald suggère qu'Argan devienne lui-même médecin. Car aucune malade n'oserait attaquer le médecin. Argan approuve l'idée et Bérald dit qu'il connaît un certain nombre de membres de la faculté de médecine qui peuvent faire d'Argan un médecin le soir même.